François Hollande, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Corrèze. En Corrèze, c'est la ville, et c'est évidemment la Corrèze, lieu éminemment symbolique et les isoloirs prêts au vote historique dimanche. Un mot sur le climat d'abord, s'il vous plaît. Beaucoup ont l'impression que les désistements ont changé la donne, que la majorité du RN s'éloigne. Est-ce que vous le pensez ? Cette campagne s'est ouverte avec la perspective que le RN, l'extrême droite, arrive au pouvoir, compte tenu de ce qu'avait été son résultat au moment des élections européennes et de la dynamique qui avait été créée avec ce scrutin. Et les désistements après le premier tour, qui a quand même confirmé aussi l'avancée du RN, ont permis de limiter, en tout cas d'éviter que par des triangulaires, les députés d'extrême droite puissent être plus nombreux qu'ils n'étaient finalement envisagés pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc la gauche a fait un effort considérable, 130 désistements, la majorité sortante en a fait 80, donc il y a eu un effort. Mais ça ne veut pas dire que parce que des états-majors ou des candidats se sont eux-mêmes désistés, que les électrices et les électeurs vont suivre les consignes. Le risque de l'abstention, par exemple. De l'abstention pour ceux qui ne veulent pas donner leur voix à une candidature qui n'est pas de leur sensibilité politique, ou le risque même de ne pas suivre la consigne. Donc la campagne électorale, elle sert précisément à ça. Et il ne faudrait pas installer l'idée que parce qu'il y a eu les désistements, et c'est bien qu'il y en ait eu, parce que c'est quand même une conscience républicaine qui s'est imposée à des personnalités ou à des partis qui n'avaient pas forcément grand-chose en commun. Mais il ne faudrait pas penser que les désistements vont régler la question du second tour de l'élection qui arrive. Est-ce qu'il y a une part de mirage ? La majorité au RN, même si c'est 270 sièges, même si c'est moins encore, 260, est-ce qu'il n'y aura pas une forme de logique, disons, démocratique à ce que le gouvernement aille à eux ? Oui, c'est dans une démocratie, c'est le parti qui obtient la majorité absolue qui se voit proposer la fonction de Premier ministre, et même avec une majorité relative. Nous vivons depuis 2022 avec une majorité relative. Donc si le RN arrive avec une majorité relative, il sera assez logique que le président de la République propose au parti arrivé en tête du scrutin de conduire le gouvernement. C'est pour ça. Est-ce que vous le reconnaîtrez à ce moment-là, disons, non pas un droit, mais cette légitimité ? Ah non, la légitimité, elle est double. Elle est ce que peut faire le président de la République, nommer un Premier ministre du parti qui a eu le plus de sièges. Mais après, faut-il encore que le Premier ministre désigné ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc tout l'enjeu d'ailleurs pour le RN en ce moment, c'est non seulement d'essayer d'avoir cette majorité absolue, mais c'est d'essayer après, s'il ne l'avait pas, de convaincre des députés élus de rejoindre la majorité, à ce moment-là, relative de l'extrême droite pour faire une majorité absolue. Donc il faut avoir une très grande vigilance. Et c'est pour ça que moi j'appelle, parce que c'est mon devoir, et pourquoi je me suis engagé, ancien président de la République, pour être candidat aux élections législatives. C'était pas forcément attendu. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'enjeu était majeur et que dans les fonctions que j'ai exercées, je sais que le monde nous regarde. Je sais que les Allemands, nos principaux partenaires, s'interrogent. Est-ce que la France va rester la France ? Je sais que l'Afrique s'interroge aussi. Donc c'est un enjeu considérable, non seulement pour des raisons intérieures, qu'est-ce que ferait une politique menée par l'extrême droite, mais aussi pour des raisons de statut de la France, d'image de la France, d'idée de la France. François Hollande, l'autre possibilité qui est en train, semble-t-il, de grandir, en tout cas dans l'esprit des commentateurs qui peuvent se tromper, c'est un gouvernement d'union avec la gauche, de gauche. Est-ce que ça peut être, selon vous, une chance ? Non, moi je pense que parler d'une coalition, d'une combinaison, même dans un bon esprit d'union nationale, avant que le scrutin n'ait été clos et que les résultats aient été connus, c'est une erreur. Parce que c'est fournir à l'extrême droite un argument tout simple, de dire, vous voyez, ils sont tous d'accord, ils se sont arrangés pour nous empêcher. Madame Le Pen le dit, le parti anti-RN. Donc je ne crois pas qu'on puisse simplement faire campagne pour conjurer un danger. C'est nécessaire de conjurer un danger, je viens de l'exprimer. Mais ce qui est encore plus important, c'est de pouvoir laisser penser qu'il y aura des décisions qui seront prises demain qui ne ressemblent pas à celles d'aujourd'hui. On voit bien quand même que l'idée est en train de se développer. Appelons-le comme on voudra, un front, une union,
un rassemblement anti-RN. Jusqu'où va-t-il, selon vous? Jusqu'aux communistes, ils l'ont dit. Est-ce qu'il comprend et les filles? Est-ce que potentiellement, tous ces gens pourraient gouverner ensemble? Non. Mais tous ces gens, comme vous dites, ont quand même été capables, certains LR, jusqu'à des LFI, à faire barrage. C'est déjà beaucoup quand même. Ils auraient pu avoir des intérêts différents, essayer de penser qu'ils pourraient tirer leur avantage d'une solution qui n'aurait pas été celle des désistements systématiques. Ils l'ont fait. Et je ne m'en plains pas qu'ils l'aient fait, parce que c'est quand même un réflexe qui est honorable, même si je sais que pour les lecteurs, c'est assez différent. Parce que les Françaises et les Français, depuis maintenant 2017, et ça a même commencé en 2002, quand Lionel Jospin avait été écarté du second tour et qu'il avait fallu appeler à voter Jacques Chirac, eh bien, ils ont essayé toujours d'empêcher. Or, dans une démocratie, empêcher, ça peut paraître nécessaire, impératif, mais ce qu'il faut, c'est donner de l'espoir. Et moi, dans cette élection, j'aurais voulu qu'il y ait plus d'espoir, plus d'envie qu'il y ait des changements qui soient possibles. Tout bouge à gauche. Les déclarations de François Ruffin. Il a franchi le Rubicon quand il dit « Je suis parti de la France insoumise ». Il a même des accents mitterrandiens. Il invoque la force tranquille, plutôt dit-il que le bruit et la fureur. Est-ce que ça provoque de la sympathie pour lui chez vous? Je le comprends, même s'il aurait pu avoir une lucidité plus précoce. Car ça fait des années qu'il est en compagnonnage avec Jean-Luc Mélenchon. Mais je crois qu'il a compris qu'il y avait de la brutalité dans le comportement de Jean-Luc Mélenchon et qu'il fallait retrouver de l'indépendance. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc il faudra bien sûr construire avec toutes ces familles politiques qui sont quand même traversées de divergences pour porter une politique pour l'ensemble. Il se rapproche de vous, hein, François Ruffin, avec ses mots, avec cette attitude? Il n'est pas devenu social-démocrate pour autant, mais il a une conception de la démocratie que je partage. Nous avons besoin, dans cette période que nous vivons, qui est douloureuse, qui est même cruelle, nous avons besoin d'harmonie, nous avons besoin d'apaisement. Je n'ose pas dire de douceur, parce que ça serait presque en décalage avec ce que nous vivons. Mais nous avons besoin de réconciliation, de nous retrouver, non pas ensemble pour gouverner, mais de retrouver du respect. Le mot essentiel, c'est le respect. Est-ce que ça montre qu'il y a quelque chose d'irréconciliable avec M. Mélenchon? Non, ça montre que les comportements personnels doivent être quand même mis de côté. Les siens? Les siens en particulier, cette envie d'être toujours présent tout en disant qu'il ne l'est pas, il a quand même été tout au long de la campagne, pas forcément un appui pour y compris ses candidats LFI. Il coûte des voix en ce moment? En tout cas, il n'a pas, dans son attitude, dans sa façon de forcer, la meilleure manière de convaincre. Alors, nous sommes à quelques jours et le débat n'est pas de savoir comment ça va se régler à gauche. Ça viendra après. Là, le moment, c'est celui de l'unité pour s'efforcer de gagner le plus de sièges pour la gauche et ensuite de pouvoir prendre des responsabilités. Vous avez joué un rôle très important en d'autres temps avec Lionel Jospin, la gauche plurielle, 97, cette idée de rassembler, d'élargir. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose de similaire aujourd'hui avec Ruffin, avec d'autres? Oui, je pense que la gauche peut se recomposer. Ce scrutin qui n'était pas prévu peut lui permettre d'aller plus vite. Moi, je l'avais souhaité depuis longtemps que la gauche puisse redevenir une force à la fois audacieuse, elle doit l'être, et crédible. Vous allez finir par dire merci Macron? Je n'irai pas jusque-là, parce qu'il a mis le pays dans une forme de désarroi et d'inquiétude qui méritera d'être réglée par l'élection et au-delà. Mais je pense que c'est une opportunité pour la gauche, si elle comprend bien l'enjeu, pas simplement écarter l'extrême droite, mais fournir une alternative, de respecter les différences. Et d'ailleurs, je suis convaincu que dimanche soir, la gauche va sortir renforcée et surtout rééquilibrée. Monsieur le Président, on voit bien qu'il y a, quel que soit le résultat final, s'il n'y a pas de majorité si nette, il y a une forme de voie étroite pour des personnalités assez à gauche pour ne pas risquer la censure sur leur gauche, assez consensuelle, assez rassembleuse. Est-ce que vous en faites partie? Je crois qu'il y a des personnalités, il y en a beaucoup qui correspondent à ce profil. Il n'y en a pas légion. Des figures de proue, bon, on citait M. Glucksmann. Oui, il y en a, mais on ne va pas les citer tous parce qu'il y en aurait peut-être de nombreux. C'est une manière de dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va compter, c'est pas simplement de mettre des personnes les unes à côté des autres, c'est le contenu d'une politique. Les Françaises et les Français, ils ont exprimé, je les ai entendus tout au long de cette campagne, parce qu'ils ont parlé quand même de leurs difficultés.
S'il y a un vote d'extrême droite aussi fort, c'est pas parce que les citoyens seraient devenus racistes ou xénophobes, c'est parce qu'il y a beaucoup de colère froide. Des retraites qui sont très faibles, un pouvoir d'achat qui a été amputé avec l'inflation, des difficultés pour la vie quotidienne, l'accès aux médecins, l'accès aux dentistes, l'accès aux soins d'une manière générale, l'école qui n'est pas forcément renforcée comme elle l'est. Donc si on ne répond pas à ce qui s'est exprimé par de multiples votes, si on ne répond pas à ce qui s'est exprimé, ben, écoutez, ça va continuer la dérive. François Hollande, vous dites on ne fait pas le gouvernement avant l'élection. C'est respectable, mais vous savez très bien, dans l'histoire de la Ve République, toujours les présidents ont parlé déjà, donnez-moi une majorité après chaque élection. Donc quand même, l'idée d'avoir une majorité crédible compte. S'il est possible de faire une majorité à gauche, c'est-à-dire un gouvernement, est-ce que vous êtes prêt à favoriser sa formation? Est-ce que vous vous inscrivez déjà dans cette perspective? Ce qui est sûr, c'est que le président Macron n'aura pas de majorité qui lui est proche ou dévouée. Il sera en cohabitation de toute façon? C'est fini. C'est fini par la décision même qu'il a prise. Il a d'une certaine façon dissous sa majorité. Et elle ne reviendra pas à un niveau comparable. Je ne veux pas faire de pronostic, mais ça sera, à mon avis, amputé au moins des 2/3. Est-ce que ça veut dire, pardon d'insister, est-ce que ça veut dire que de toute façon, on entre dans une nouvelle cohabitation? Oui, dans une nouvelle période. À l'évidence, le président ne pourra pas être le chef de l'exécutif comme il l'a été depuis 7 ans. Alors, ça veut dire, pardon d'insister, le rêve qu'on peut lui prêter, d'avoir une forme de gouvernement à sa main, un gouvernement un peu technique, un gouvernement un petit peu où on composerait à sa façon à lui, c'est une illusion pour lui? Oui, c'est une illusion parce que, si je puis dire, la majorité, elle se construira au sein de l'Assemblée nationale. Selon le résultat de dimanche, il y aura une configuration, eh bien ça sera dans l'Assemblée, ce qui, d'une certaine façon, est la démocratie parlementaire, telle qu'elle existe chez nos principaux voisins. Ce n'est pas tout à fait la tradition de la Ve. Non, mais la cohabitation n'était déjà pas dans la tradition de la Ve. C'est dans l'Assemblée nationale que se formera une éventuelle majorité. Vous êtes le mieux placé, ancien chef de l'État. On est dans une salle, on les montrera peut-être tout à l'heure, tous les présidents, tous vos prédécesseurs, votre successeur, ils sont tous là. Il y a votre propre portrait qui est là. Quels pouvoirs resteront à Emmanuel Macron le 8 juillet? J'ai beaucoup de reproches à faire à Emmanuel Macron, y compris dans sa forme de présidence, dans la manière avec laquelle il a mené son mandat, et notamment depuis 2022. Mais je suis, précisément parce que j'ai été chef de l'État, respectueux des institutions. Le président de la République, il a des domaines de compétences qui doivent être préservés. Non pas parce que c'est Emmanuel Macron, mais parce que c'est le chef de l'État. Et notamment en matière de politique de défense, de politique étrangère, c'est très important que le chef de l'État garde ses prérogatives. Et donc je pense que aussi forte soit la majorité future qui peut contester la politique du chef de l'État, aussi respectueuse doit être cette majorité à l'égard de la personne. Ça fait partie de l'élégance, mais surtout à l'égard de la fonction et à l'égard des compétences. Nous sommes la France. La France, elle a une politique étrangère, elle a une politique internationale, et notamment en ce moment par rapport à l'Ukraine et par rapport à Israël-Palestine. Eh bien, c'est au chef de l'État de conduire, en concertation, en consultation avec le gouvernement qui sera constitué, et aussi avec le Parlement, mais c'est le chef de l'État qui doit avoir ses compétences. Si cet équilibre n'est pas possible, n'est plus possible, s'il n'y a pas de majorité, disons, construite possiblement, est-ce que des élections présidentielles anticipées, cela fait partie des options? Seul le président de la République peut décider de mettre un terme à son mandat. Donc je ne vais pas moi-même entrer dans ce type de spéculation. Est-ce qu'il peut y être forcé, disons, par les faits? Il est arrivé dans l'histoire de la République, de faire ce retour. Il est arrivé 2 fois qu'il y ait un président de la République qui ne veuille pas reconnaître le fait majoritaire. Ça a été Mac Mahon et ça a été Alexandre Millerand. Ça donnera du travail aux historiens pour retrouver ces 2 situations. La première, c'était quand la République s'est installée, et la seconde situation, c'est quand le cartel des gauches, vous voyez, déjà, s'est vu proposer le gouvernement du pays. Donc, si nous étions dans ce cas de figure, ça voudrait dire que le président s'opposerait au verdict du peuple. Je pense qu'il ne le fera pas. Il respectera, parce que c'est la tradition républicaine, ce que diront les Françaises et les Français dimanche, y compris même
et ce que je récuse comme perspective, y compris même si c'était le Front National, ou le Rassemblement National, l'extrême droite, qui était majoritaire. Le président de la République, j'ai été dans cette situation, s'il y a une majorité absolue, il est obligé d'appeler le Premier ministre de cette majorité. Le risque de la crise majeure, est-ce qu'il existe selon vous? C'est-à-dire une situation après le 8 juillet tellement éclatée, tellement compliquée que les marchés décrochent. Thierry Breton, sur notre antenne, de dresser un tableau possiblement assez apocalyptique. Est-ce que ce risque existe? Le risque, c'est celui d'une majorité absolue de l'extrême droite. Tout de suite, je pense que nous aurions des mouvements sur les marchés et que nous aurions un décrochage et un doute sur les marchés européens, en particulier de savoir si la France va rester ou pas dans l'Union européenne, dans les formes que nous connaissons. Ensuite, s'il n'y avait pas de majorité, c'est la deuxième hypothèse, non, je pense que nos institutions sont faites précisément pour donner de la stabilité. Et ça, c'est très important pour que nos concitoyens n'aient pas de crainte exagérée. Ils peuvent en avoir une s'ils ne sont pas tentés par l'extrême droite, ça c'est vrai, mais ils ne doivent pas en avoir s'il n'y a pas de majorité. S'il n'y a pas de majorité, il y aura un principe qui va s'appliquer, c'est le respect des promesses qui ont été faites dans cette campagne, et c'est le principe de responsabilité. Et si je me suis engagé aussi dans cette campagne qui n'était pas prévue, c'est parce que je pense qu'au bout du compte, il faut toujours faire prévaloir le principe de responsabilité, dans l'intérêt du pays. Est-ce que ça voudrait dire que vous seriez prêt à faire partie? On a évoqué parfois le recours à, entre guillemets, des sages. Personne n'est sage, ni dans la vie, ni en politique. Et c'est pas une affaire d'âge, on le sait bien. Non, non plus. Mais enfin, des Cazeneuve, on a cité votre nom, parmi d'autres, de gens qui pourraient, disons, s'entendre au moins pour un gouvernement provisoire, un gouvernement de transition. Ouais, non, je ne crois pas du tout à ces formules. D'abord, gouvernement provisoire, ça veut dire que c'est provisoire. C'est pas tout à fait la bonne manière de faire. On avait ça en Italie. Technique, quand on vient d'avoir un vote aussi politique, c'est pas non plus la bonne attitude. Après, on dit de transition vers quoi? Non, essayons tout simplement. Il y aura une assemblée, il faudra travailler avec cette assemblée, il faudra qu'il sorte une solution, et il y a des personnalités qui peuvent non pas être candidats pour être candidates, parce que ça fait partie du jeu. Non, moi je ne cherche absolument rien pour moi-même, si c'est ça la question. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a des personnalités qui peuvent favoriser l'émergence d'une solution. Vous en faites partie. Oui, pour dire combien il est important, mais dans le respect des promesses qui ont été faites. Parce que s'il ne se passe rien, si c'est simplement une affaire d'arrangement, ça sera plus grave encore. Vous savez, on est à la veille, peut-être, donc d'une victoire de l'extrême droite. On peut la conjurer. Et je pense que ça va, si nous y mettons tous, être le cas grâce au désistement. Mais si nous repoussons l'échéance parce qu'il ne se passe rien dans le pays, qu'on ne règle aucun des problèmes, que le pouvoir d'achat est toujours amputé, que les retraites sont dans une situation qui est insupportable, que le pays n'est pas conforté dans sa cohésion, eh bien nous aurons l'extrême droite à un moment ou un autre. Donc il faut en être conscient. Vous avez eu tout à l'heure une formule sur Emmanuel Macron, entendant que vous lui en vouliez exactement de ce qu'il a fait là. Sur quoi exactement? Pourquoi exactement? La dissolution peut être une décision tout à fait utile quand elle permet de dénouer une crise. Mais là, par la dissolution, il a créé la crise que nous allons, j'espère, dénouer et régler à l'occasion de l'élection de dimanche. Et s'il voulait justement recomposer, ça pouvait être une attitude possible, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? D'abord, consulter, concerter après les élections européennes, éventuellement changer le mode de scrutin. Nicolas Sarkozy se plaint de ne pas avoir été consulté. Enfin, il se plaint. Constate, vous n'avez pas été consulté non plus. Voilà. Mais consulter, je ne disais pas pour les anciens présidents, il n'y a aucun privilège. Non, je parlais des formations politiques. De dire qu'est-ce que vous pensez qu'il est utile de faire. Et de la même manière, le mode de scrutin pouvait être un élément en disant, écoutez, si nous voulons que le pays soit correctement représenté, sans être déstabilisé, est-ce que la représentation proportionnelle ne peut pas être un nouveau mode de scrutin qui permet justement la meilleure signification de l'état de l'opinion? Qu'on comprenne bien, l'hypothèse c'était quoi? C'était de faire durer le gouvernement, les Jeux Olympiques? Oui. Voilà, attendre l'été, attendre une possible motion de censure? Non, je pense que ça pouvait être, bien sûr, de laisser passer les Jeux Olympiques, d'avoir aussi, sur le plan international, un certain nombre de garanties, de continuité. Et puis, enfin, ça pouvait être, avec un mode de scrutin changé ou pas, une dissolution plus tard. Et chacun aurait pu s'y préparer. Parce que, regardez ce qui s'est produit. Il a fallu, et heureusement qu'elle l'a fait, que la gauche fasse un programme en 4 jours.
Est-ce que c'est raisonnable? Elle l'a fait, et elle a eu raison de le faire. La droite a été totalement désemparée, et même son camp. Quand on dissout, c'est généralement pour que le camp du président puisse se sentir renforcé. Et il a été totalement sidéré par la décision. C'est une dissolution de quoi, selon vous? De confort? D'aventure? De confort. Comment vous la qualifiez? De confort, je ne crois pas. De coup de tête et d'entêtement, sûrement. Et une dissolution qui a été une décision solitaire. Et c'est ça le reproche que l'on peut faire, non pas aux institutions de la Ve République, parce que rien n'oblige le président à vivre seul, entouré de quelques conseillers. Il y a quand même des partis politiques qui existent. Donc il a pris cette décision seul, et de ce point de vue-là, il a pris une mauvaise décision. Il y a une longue histoire entre vous. Il a été près de vous, il vous a poignardé avec succès. Je suis encore en vie, si c'est ça le message. Et vous renaissez? Et vous renaissez? Je ne sais pas si je suis comme le phénix, mais je ne sais pas forcément le bon symbole. Mais c'est vrai que il n'a pas eu une élégance à mon endroit. Il n'a pas eu, mais ça c'est pas grave. Il n'a pas eu vis-à-vis du pays, parce que c'est ça qui compte, une attitude cohérente, une attitude de dépassement, une attitude de construction. En sens inverse, vous n'avez pas beaucoup ménagé depuis quelques années. Vous n'êtes pas le dernier, disons, pour le critiquer. Est-ce qu'une forme de... Souvent, les intérêts, parfois, vous rassemblent. Est-ce qu'une forme de convergence est possible? Vous savez, dans toutes les familles de France, toutes les hypothèses sont discutées avec passion en ce moment. Est-ce qu'on peut imaginer... Attendez la question. Est-ce qu'on peut imaginer François Hollande, Premier ministre d'Emmanuel Macron? Non. D'abord parce que, institutionnellement, j'ai été président et je ne peux pas me retrouver dans cette situation. Ah, si le pays demande. Enfin, je veux dire, si la situation... Toute prétention personnelle devient insupportable. Mais sur le principe, c'est pas personnel. François Hollande, vous savez très bien, avant un exercice si important, vous le dites vous-même, le risque est grand pour le pays. On parle ici de situations graves, c'est pas simplement des combinaisons. Ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas pour ce qui me concerne, moi je verrai d'abord à l'intérêt de notre pays. Est-ce que ça peut faire partie de l'intérêt du pays? Il y a suffisamment de personnalités que je pense tout à fait approprié dans le cas de figure où la gauche serait dans une position forte pour que moi-même je ne sois pas là pour essayer de prendre une place. Est-ce que ça veut dire, pardon, que vous l'excluez? J'exclus, oui, parce que c'est pas du tout dans ma démarche. Et surtout là, je ne suis... Qui suis-je? Je suis un ancien président, c'est vrai. Ne prenez pas la formule papale. Non, mais je suis un candidat. Rien ne dit que dans 3 jours, je serai député. Donc, allez, s'avancer comme ça, en disant, écoutez, demain, je peux prétendre. Non. Je demande d'abord aux électrices et aux électeurs de faire le meilleur choix pour leur pays. Monsieur le Président, dans 3 jours. La situation où nous sommes, il faut tout ce qu'on a vu là. Si on prend le point de vue adverse, est-ce qu'il y a le risque de tambouille? On voit à quel point le RN est fort. Il a été très fort au premier tour et il semble quand même extrêmement fort. On est dans le pays d'Henri Queuille, en la figure du tambouillard 4ème République, très honorable par d'autres côtés. Est-ce qu'on risque de dire on essaye de nous voler l'élection? C'est-à-dire on essaye de fabriquer des majorités de hasard, de fortune? C'est la raison pour laquelle je vous réponds comme je vous réponds. C'est-à-dire que ce sont les électeurs qui doivent voter, c'est une assemblée qui doit se constituer en fonction de ce qu'auront choisi les Français, et c'est dans cette assemblée-là que les décisions seront prises. Et personne ne doit avoir l'impression qu'on lui vole son bulletin de vote. Et l'extrême droite, si elle est repoussée, je pense qu'il est nécessaire de la repousser dans l'intérêt national, eh bien il faut qu'en face, il puisse y avoir des réponses et que personne ne doit s'inquiéter outrageusement ou outrancièrement de ce qui peut se passer. Certains font la comparaison avec 1981, un désir d'alternance où, souvenez-vous, à l'époque, ce qu'on appelle la bourgeoisie, entre guillemets, une partie de la bourgeoisie a voté Mitterrand, malgré les programmes économiques, malgré les futurs communistes au gouvernement, beaucoup de choses qui paraissaient quand même énormes à supporter pour une partie, disons, du 1. Et ces gens-là, peut-être, aujourd'hui, feront le même calcul du côté des nationalistes. Alors, il y a 2 grandes différences. Il y a une différence d'abord électorale. La gauche, en 1981, elle était majoritaire. C'est une élection présidentielle qui avait donné 52% à François Mitterrand. L'extrême droite, elle fait 30, 35, elle n'est pas majoritaire. Il y a au contraire une majorité contre la venue de l'extrême droite. Il y a une deuxième différence. C'est qu'on pouvait trouver que le programme commun, celui de François Mitterrand en 1980, était particulièrement dangereux pour la bourgeoisie, comme vous dites, mais c'était un programme républicain.
où les libertés publiques ne pouvaient que avancer, ce qui a été le cas. Elles sont en danger là vraiment aujourd'hui, les libertés publiques. En quoi? Donnez-moi un exemple. Qu'est-ce qui fait que ce gouvernement vraiment mettrait en danger les libertés publiques? On voit, en Italie, les nationalistes sont au pouvoir. Aux Pays-Bas, ils sont déjà en coalition avec la droite libérale. Donc je vais poursuivre mon raisonnement à partir de vos exemples. En Italie, Mme Meloni, d'extrême droite, est au gouvernement. Elle n'est pas seule. Elle est dans une coalition où il y a l'ancien parti de M. Berlusconi et le parti de la Ligue du Nord. Aux Pays-Bas, l'extrême droite a été la première. Elle est dans une coalition. Elle n'a pas la fonction de Premier ministre. En France, là, dans ce scrutin, Mme Le Pen ou M. Bardella, ce qui était à peu près la même chose, pourraient avoir le pouvoir presque entièrement, sauf les prérogatives qui relèvent du président de la République. En quoi les libertés publiques peuvent être mises en cause? Quand on commence à dire que, selon que vous êtes binational, vous ne pouvez pas être dans un emploi particulièrement crucial, vous commencez déjà à entamer. Quand vous dites que vous allez pouvoir même faire une loi constitutionnelle pour changer la loi fondamentale pour régler la question des étrangers, vous êtes déjà dans une remise en cause de liberté. Quand vous attentez aux droits des femmes, dans beaucoup de cas, et notamment par rapport à l'IVG ou d'autres sujets, vous êtes déjà dans une régression par rapport aux libertés. Quand vous vous en prenez aux minorités, quand vous en prenez aux plus fragiles, vous êtes déjà dans une régression. Que répondre à ceux qui disent, pendant toute cette campagne, vous semblez vouloir faire au barrage au RN, mais en réalité, c'est comme si vous n'aviez pas entendu l'appel de ces milieux, de ces millions de Français. La sécurité, par exemple, terrible exemple, comme un symptôme. L'équipe de campagne de Prisca Thévenot, attaquée, je crois que c'est à Meudon-la-Forêt, c'est évidemment un cas, mais comme un symptôme de cette insécurité, situation anormale. Oui, il y a de la violence politique, ce qui est insupportable. Pas seulement politique. Mais bon, j'y viens y venir. Ce qui est insupportable dans une campagne électorale, il y a des actes de violence en ce moment. Il y a des militants qui, collant des affiches, ont été attaqués. Et ça, c'est une atteinte grave au pluralisme. Dans tous les camps. Signons-le. Il y a eu aussi cette attaque de militants d'extrême gauche contre un jeune juif dans le métro. De toute façon, toute violence, et particulièrement dans une période de débat démocratique, est injustifiable. Et puis il y a l'insécurité au quotidien. Celle-là, elle est palpable, elle est visible. C'est pas un ressenti, c'est une réalité. Donc il apporte à tout gouvernement, et la gauche fera son devoir en cette matière, comme je l'ai fait moi-même, parce que président de la République, j'ai affronté des attentats terribles dans notre pays. Et j'ai assumé des responsabilités et j'ai lutté contre la dérive islamiste. Est-ce qu'il y a là un aggiornamento? Je me rappelle par exemple, vous aviez été très loin dans ce sens-là. Vous aviez même caressé l'idée, pour certains très terrible, de la déchéance de nationalité. Est-ce qu'il y a un aggiornamento sur ces questions-là pour entendre ces millions de Français? Précisément, je ne pense pas que c'était finalement la bonne décision, la déchéance, c'est pour ça que j'y ai renoncé. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pris, avec les gouvernements qui étaient sous mon autorité, toutes les décisions en matière de sécurité qui convenaient. Et je veux ici dire que la gauche, enfin, telle que moi-même je donne cette ligne à la gauche, c'est une gauche qui ne doit rien céder à l'insécurité et au trafic. Car aujourd'hui, le grand problème, pas simplement en France, partout en Europe et dans le monde, c'est le trafic de drogue qui génère une mafia et qui génère des comportements criminels. Donc nous devons être intraitables à l'égard de ces milieux. La sécurité intérieure et extérieure, vous êtes un des présidents de la République à qui on donne crédit d'avoir été le plus ferme face à Vladimir Poutine. Même ceux qui ne vous aiment pas en général disent là... Bon. Il y en a qui m'aiment pas, je suis surpris. Je crains, ça peut se produire. Est-ce que, selon vous, si le RN avait le pouvoir, est-ce que ça poserait un problème de ce point de vue-là? Oui. Concrètement? Je vais essayer de préciser. Le RN s'est opposé, Madame Le Pen, à la décision que j'avais prise de ne pas livrer les fameux bateaux porte-hélicoptères Mistral, en considérant que c'était une trahison de la signature de la France. Elle l'avait réitéré à plusieurs reprises. Si j'avais pris cette décision, aujourd'hui, la Russie attaquerait l'Ukraine avec ces bateaux-là. Donc le RN a été, dans une très longue période, complice de Vladimir Poutine. Ils vous disent, c'était le passé. Ils disent, c'est le passé. Et quand ils disent, nous n'enverrons pas de soldats, bien sûr, moi-même j'ai pris cette position depuis toujours, nous n'enverrons pas de soldats en Ukraine. Mais la question, c'est pas envoyer des soldats, les Ukrainiens n'en demandent même pas. C'est ce que pensent beaucoup d'autres pays. Bien sûr, nous n'enverrons pas de soldats. Y compris les États-Unis d'Amérique. Bien sûr. Donc cette question n'est pas posée. En revanche, ce qui est posé, c'est la livraison d'armements et d'armements sophistiqués.
à l'Ukraine. Vous avez vu qu'en ce moment, au moment où nous parlons, les forces russes avancent et conquièrent un certain nombre de territoires en Ukraine. Si nous ne dotons pas les Ukrainiens de ces avions, de ces missiles, de ces moyens d'action, eh bien, l'Ukraine, progressivement, sera envahie. Est-ce qu'il y aurait, selon vous, un risque ? Je dis oui, le risque, il est réel. Si Madame Le Pen, et là, ça c'est vrai, parce que comme chef de gouvernement, si elle l'était ou si c'était Monsieur Bardella, ils peuvent s'opposer à des livraisons de matériel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a, dans une certaine mesure, une alliance des extrêmes droites en Europe, qui préside l'Union européenne en ce moment. Monsieur Orban. Monsieur Orban souhaite que l'extrême droite arrive au pouvoir en France. Et qu'est-ce qui se passe ? La Hongrie, la Slovaquie, l'Italie, les Pays-Bas, il y a maintenant un risque, pas simplement en France, un risque de renversement, de bascule de l'Europe du côté de ceux qui ne veulent pas aider. Est-ce que ça va jusqu'à un risque de pénétration, d'ingérence dans l'État ? Non, je ne veux pas aller plus loin. Les Russes, depuis longtemps, essayent de perturber ce qu'est le fonctionnement de l'État, de faire des cyberattaques. Mais je ne veux pas penser qu'il y aurait, même s'il y a des éléments qui peuvent l'attester, qu'il y aurait une volonté de pénétrer l'État au service d'une puissance étrangère. Monsieur le Président, on est dans je rappelle, J-3, il y a voilà. les isoloirs, Tout se décide les là. gens seront là, tout se décidera là. On rentre dans ce lieu, on va prendre des bulletins et on va aller dans l'isoloir, et c'est le sort de la France qui se joue. Marianne est là, Déclaration des droits de l'homme. Votre portrait de votre présidence, est-ce qu'il y a une nostalgie ? Non, il ne faut jamais avoir de nostalgie. Il faut toujours regarder. Quel président ? Toujours regarder l'avenir. Et donc, je reconnais, non pas mon portrait, je reconnais ce que j'ai fait. Je peux avoir des regrets sur ce que je n'ai pas fait, mais je me place toujours dans la volonté de construire. Vous n'avez que 69 ans. Quand vous regardez Joe Biden, Donald Trump, vous êtes un genou. Est-ce que... Oui, vous parlez de Joe Biden, je ne suis pas sûr que ce soit forcément le meilleur exemple, même si, je l'ai toujours dit, je pense que Joe Biden est le meilleur président des États-Unis pour ce qui nous concerne en Europe. Est-ce que l'idée existe de revenir comme candidat ? Comme candidat à la députation, je n'y pensais même pas. Je crains que vous m'ayez compris. Vous m'avez également bien compris. Je préfère garder le silence sur tout ça parce que, en ce moment, je pense d'abord à ce qui va se passer dimanche et pas à ce qui va se passer en 2027. Vous y pensez forcément. 2027, les personnalités de gauche qui puissent avoir une capacité de rassemblement, la politique va vite. Populaire, impopulaire, vous le savez mieux que personne. Oui, mais vous savez, qu'est-ce qui va se produire d'ici 2027 ? Qui peut le dire ? Donc, quand on n'est pas capable de savoir ce qui va se passer dimanche prochain, on ne doit pas essayer de spéculer sur 2027. Et donc, je vais m'efforcer d'être, pendant toute cette période, si je suis conforté par le scrutin de dimanche, et si la gauche prend une place que j'estime la plus large possible, je vais essayer d'être utile à mon pays. Celles et ceux qui vous ont vu là en campagne voient le bonheur que vous avez à revenir en campagne. Avec Julie Gaillet, sur les marchés, avec les rugbyman qui chantent des hymnes, il y a des couplets, oui. Voilà. Et je l'ai dit on est loin de l'Élysée, mais je l'ai dit lorsque j'étais candidat en 2012, j'aime les gens. Après, est-ce que les gens m'aiment, c'est autre chose, vous l'avez dit vous-même, il y a des moments plus difficiles. Mais moi, j'aime la rencontre. Et j'apprends de la rencontre. La rencontre, c'est pas simplement de serrer des mains. La rencontre, c'est qu'une dame, là, ce matin, sur le marché à Argentat, m'a dit, voilà, mon problème principal, c'est que j'arrive plus à vivre avec ma petite retraite. Qu'est-ce que vous feriez de mieux ? Qu'est-ce que vous feriez de mieux en 2027 par rapport à 2012 ? Les problèmes sont déjà différents. En 2012, le problème principal, c'était le chômage. En 2027, le problème principal, c'est la paix, parce que la guerre est là, et c'est la cohésion du pays, parce qu'il peut être divisé et fracturé. François Hollande, merci beaucoup. Merci à vous.